Alors la seconde session plénière a pour thème quelles devraient être les priorités de la recherche et de l'innovation sociale pour les différents acteurs, car c'est un fait, on oublie trop souvent les malades. Et pour introduire cette session plénière, eh bien, place au cinéma. Est-ce que vous vous souvenez que l'année dernière... On a fait des photos. On a fait des photos. Surtout, on avait fait des groupes de parole qu'on avait enregistrés. Ah. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Oui, ça me rappelle, mais je ne me rappelle pas ce qu'on a dit. Eh ben, on va revenir dessus. La Fondation Médéric Alzheimer réfléchit à ce qui devraient être les priorités de la recherche et de l'innovation sociale dans les prochaines années. Et dans cette réflexion, on a jugé essentiel d'associer ceux qui sont les premiers experts de ce qu'ils vivent, c'est-à-dire à la fois des personnes en difficulté cognitive et des aidants familiaux qui les accompagnent au quotidien. Et on a imaginé avec la Fondation ce dispositif de faire des groupes de parole, de voir un peu où on allait aller sur les questionnements sur la recherche et de recueillir les paroles. Pour montrer que les malades ont des choses à dire sur leur maladie et sur ce qui les concerne. Qu'est-ce que ça apporte l'accueil de jour, de venir à l'accueil de jour, hein? Bon, je sais pas, ça vous apporte un peu de morale, de pouvoir échanger un peu. Parce que bon, tant que vous avez encore votre mari, ça va, mais quand il est parti, c'est très dur. Ça convient parfaitement bien à mon désir de sociabilité. Ouais. Et d'autre part, en ce qui concerne la mémoire, j'aime beaucoup les exercices. Ça m'apporte beaucoup parce que je ne suis pas seule. Et la solitude me pèse trop. Quand on parle, vous savez, avec vos aidants, souvent quand je dis, voilà ce que les malades, ceux qui souffrent de difficultés cognitives, disent, ils sont souvent surpris d'entendre qu'en effet, vous êtes capable de dire c'est pas facile de vivre avec une mémoire qui est déficiente ou avec la solitude, etc. C'est curieux qu'ils soient surpris. Oui. Oui, parce qu'on doute de soi-même, on doute du pire, parce qu'on se cache rien à soi-même. Et est-ce que ça joue pas sur votre justement sentiment de solitude, comme ça, de ne pas pouvoir exprimer peut-être à vos proches ce que vous ressentez? Puis les autres, bien populaire, je m'excuse, c'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est un peu ça. Tandis qu'ici, c'est le sujet. Donc ça devient la normale. Là, on est dans l'ambiance normale. En tous les cas, vous êtes reconnu dans ce que vous vivez. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même changer des choses dans cette société pour mieux inclure les personnes qui ont des difficultés avec leur mémoire ou, Dans la société, c'est difficile. Dans les rapports individuels, je sais pas, il faut aider les gens à porter un autre regard. Moi, ce que je rencontre, c'est surtout la dénégation par rapport à ce que je dis moi. Ouais. Alors, la plupart de mes amis disent « mais non, mais tout le monde perd sa mémoire ». Enfin, le nombre de fois où j'entends ça, c'est constant. Qu'est-ce que vous pensez du terme handicap cognitif? Est-ce que ça vous... Handicap cognitif. C'est bien. C'est bien? Oui. Et cognitif, c'est la connaissance. Voilà. Ouais. C'est au contraire une façon assez élégante de dire les choses. Ouais, c'est une façon élégante, une façon peut-être moins stigmatisante. Oui. Dans le temps, on disait « il perd la boule ». Ouais. C'est carrément posé. Quand on dit il a perdu la boule, c'est un peu péjoratif. Tout à fait. Quand Oui, on c'est dit péjoratif. Il a des difficultés, ça atténue Tout à la fait. chose, je trouve. C'est ce qu'on a. Vous ne trouvez pas? Plus l'opinion de soi-même. On n'a plus d'amis en vieillissant. Et ça, c'est chez les vieux, comme on disait, c'est le plus pénible. De ne plus avoir d'amis, et pas tout bêtement, parce qu'ils sont morts. Si je viens ici, c'est avec plaisir. Oui. Et c'est parce que j'aime beaucoup rire. Oui. Et que je suis à la maison, je peux pas rire parce que t'es toute seule.
Eh non, mais c'est important ça. Oui, c'est Et en sûr. effet, d'être avec les autres. Avec les Bien autres, entendu. c'est important. Et en particulier aussi de pouvoir rire. Mais bien entendu. Bon, allez, merci. On se revoit la semaine prochaine. On continue notre petite discussion si ça vous va. Mais Ça vous va bien comme ça? Très sympa. Eh ben, si c'est très sympa. Et ce que vous voulez vraiment faire, c'est de montrer ça aux aidants et d'avoir un aller-retour un petit peu, voilà ce que les malades disent et vous, qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que ça vous évoque quoi et surtout en quoi la recherche pourrait vous aider et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux chercheurs. Et donc l'idée, c'était de faire des groupes de parole assez libres pour aborder ces situations-là. Donc l'idée, bonjour messieurs, dames, l'idée c'est avec la Fondation Médéric, tout comme on a fait un groupe de travail, de parole avec les malades, mais on trouvait aussi intéressant de laisser cette parole aussi aux aidants. Chacun a un problème personnel. Ouais. Parce qu'on est tous différents et les malades sont tous différents. absolument. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même regard, moi et mon père, sur cette maladie. On la nomme pas de la même façon, on la vit évidemment pas de la même façon. L'acceptation n'est pas non plus tout à fait la même. Les différences se situent où, à quel endroit? Quand ça fait irruption dans notre famille, je l'ai pris, disons, comme un état de fait. Et je pense que mon père, qui était là au quotidien avec maman, a mis beaucoup plus de temps à l'accepter. Et tout d'un coup, il me fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise, et à ce moment-là, ma réaction, c'est de m'énerver. Je dois dire que je suis un peu soupe au lait. Et après, je m'en veux, parce que... alors, il prend l'air confus, voilà. Et je voudrais essayer de lutter contre cet énervement. Il me dit, mais tu t'énerves, tu n'étais pas comme ça avant. C'est ça, c'est fascinant. Ce qui énerve le plus, c'est de constater une fois de plus qu'il a ses déficiences. C'est de prendre à chaque fois conscience du manque qui s'aggrave. Vous voyez, comme une redécouverte. Oui, parce qu'on essaie d'oublier, on essaie, puis tout d'un coup, paf, la réalité est là. Moi, je vis avec un homme sans passé, pratiquement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait... Alors, il a certains souvenirs d'enfance, qui restent. Ses souvenirs de vie militaire, lui restent. Et à part ça, tous les voyages que l'on a fait ensemble, ce qu'on a fait ensemble, etc. Rien. Enfin, moi, j'essaie de lui donner beaucoup d'amour. Je pense que c'est la solution, hein, c'est l'amour. Hein. Je pense qu'en comprenant un peu mieux la pathologie, j'essaye de me mettre à la place de ma mère et de comprendre le système. Et ça m'a aidé un peu. Vous, la compréhension de la maladie vous a vraiment aidé. Oui. Mon mari a une autre maladie dégénérescente, syndrome frontal. Et pourquoi qu'on ne parle que d'Alzheimer? On devrait parler de toutes ces maladies, du vieillissement, du cerveau. On dit et assimilé, mais bon... Qu'est-ce que vous pensez de ce vocable, de ce terme handicap cognitif? Cognitif, c'est bien parce que ça évite de dire Alzheimer. Hein. Voilà, ça remplace le terme Alzheimer. C'est l'intelligence, la cognition. Et peut-être que le terme handicap, justement cognitif, ça marque qu'il y a un problème à un endroit donné, sans stigmatiser. Oui. Comme handicap mental, il y a... Oui. En fait, oui, c'est peut-être plus juste de parler de tous ces handicaps cognitifs qui atteignent les personnes à partir d'un certain âge ou même quelquefois avant, que de dire Alzheimer uniquement. On m'a envoyé des personnes qui n'étaient jamais les mêmes horaires, et mon mari n'acceptait pas. Et donc, il est assez calme, normalement, enfin, j'arrive à peu près à le calmer, mais là, il est devenu violent. Avec les poings en avant, il a fait de la boxe quand il était jeune, et il a retrouvé la position. Donc, j'ai eu très peur, évidemment, de prendre un coup. Donc, et je vais essayer de voir la responsable. Ce que j'ai fait, j'ai discuté avec elle, je lui ai expliqué le problème, et je lui ai dit, bon, les personnes qui viennent faire la toilette, c'est très bien, mais elles ne sont pas compétentes pour la maladie d'Alzheimer. Alors j'ai dit, est-ce qu'il y a un service Alzheimer? On dit oui, et on m'a envoyé une personne adorable, qui vient tous les jours à 8h30, il peut prendre son petit déjeuner après, s'habiller, donc ça se déroule normalement. Et cette personne a un charisme fou, et mon mari lui fait le baise-main quand elle arrive. Je pense qu'il est très important, c'est de créer un lien entre les personnes qui s'occupent de la personne. Pour l'anniversaire de ma soeur, tout le monde est venu chez moi, on a fait la fête, etc. Non mais parce que non mais c'est très important qu'il y ait cette amitié entre ceux qui viennent, je trouve aussi.
qui peuvent se donner des petits tuyaux aussi. Heureusement, ma sœur gagnait correctement sa vie, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait, j'aurais pas pu le faire. Hein. J'ai un mari, j'ai une fille, des petits-enfants, enfin bref. Et je me dis, mon Dieu, s'il n'avait pas eu de quoi régler toutes ces personnes. Mais il y a un problème, c'est que ma sœur vient ici avec H-Dor Service, qui est la société de transport. Et alors là, la mutuelle de ma sœur, il ne rembourse pas ça. Alors là c'était une grosse somme quand même. Et ça me révulse un peu quand même. Parce que tout de même, c'est une maladie à 100%. Et pourquoi il ne le rembourse pas? C'est honteux, enfin, quand même. Et sur lui, il a une copie de sa carte d'identité. Et puis, sur un autre papier qu'on a plastifié, il y a son adresse, voilà. Voilà le numéro de téléphone. Alors, il a un portable, mais comme il appuie trop souvent, longtemps sur la touche arrêt, le téléphone est arrêté complètement et il ne sait pas le remettre en marche. Il est capable de sortir tout seul et de rentrer tout seul. Il s'est quand même perdu la semaine dernière. Il était à 2 petits carrefours. À pied, ça devait faire 50 mètres. Hein. Il y a le problème des sourds qui ne sont pas appareillés parce qu'ils ne sont pas appareillables. Et sourds qui, en plus, avec la maladie, commencent à perdre. Et là, il n'y a plus de communication. Parce que on peut essayer de parler devant, on peut essayer de leur dire, mais il leur faut d'abord beaucoup d'attention pour essayer de capter des paroles. Quand il les a captées, s'il n'a pas capté la phrase complète ou mal, parce qu'en plus, ce qu'il a compris, comme le cerveau est ralenti, il faut qu'il interprète les sons, qu'il leur donne un sens. Tout ça, c'est très lent. On oublie parfois la conscience des malades. Oui, c'est vrai. Et nous-mêmes, moi j'en oublie la conscience parce qu'on est là à faire des courses, à aller chercher des trucs à droite, à gauche. Donc on en oublie, on est un aidant, mais on en oublie qu'on a une relation affective avec la personne. Ce qui est intéressant, c'est cet échange. Ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent les aidants n'ont pas toujours la conscience de ce que peuvent vivre les personnes qu'ils aident, ou tout au moins n'y réfléchissent pas dans ces termes-là. Et je trouve que c'est intéressant de leur donner cette parole des malades pour les faire réfléchir sur le vécu, sur la manière de vivre les troubles de mémoire, de vivre la dépendance, et de pouvoir, plus qu'une confrontation, avoir un échange. Donc ça s'adresse à l'ensemble des personnes qui sont mobilisées pour faire que demain, l'accompagnement et la prise en compte du vieillissement cognitif par la société en général intègrent cette parole des personnes qui sont les premiers concernés et les premiers experts de ce qu'ils vivent.